Il a écrit 4 livres dessus, depuis une thèse soutenue sur ce problème. L'invention des frontières en 86, Fronts et frontières en 88, l'obsession des frontières en 2007, ça devient de plus en plus tordu, et des frontières africaines pour en finir avec un mythe en 2014. Ces livres seront, pour certains, je pense, dédicacés par lui-même cet après-midi à 15h au stand où les livres sont exposés. J'en profite pour faire une publicité sans frais. Moi, c'est juste avant, à 14h. Bon, aujourd'hui, Michel Fouché se propose de traiter le thème de l'avenir des frontières à partir de chroniques frontalières contemporaines. Il va nous expliquer, mieux que je ne le ferai, ce que c'est. À vous, Michel. J'appuie là. D'accord. Je remercie Yves Chemel de cette présentation sobre et suffisante. Toute l'équipe de l'école ici, de management, j'ai le plaisir de me retrouver dans cet amphi que je connais déjà, et notamment dans le cadre du trinôme académique avec l'IHEDN, l'inspection générale, sur le thème de l'esprit de défense. À l'époque, nous étions pionniers. Je vais d'ailleurs sortir mercredi prochain dans l'hebdo Le 1 un article, chère madame, qui vous fera plaisir, sur l'esprit de défense à l'échelle européenne avec des propositions concrètes. Je voulais aussi saluer l'école de commerce malgache d'Antana qui est en direct avec nous. On est dans une liaison nord-sud. On parle beaucoup du retour des frontières. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de retour des frontières. Elles ont toujours été là. C'est plutôt une redécouverte de cette réalité. Je ne vais pas, passer trop de temps sur les raisons pour lesquelles on a en quelque sorte tenu cette problématique un peu pour négligeable pendant longtemps. C'est vrai que quand j'ai travaillé là-dessus dès les années 80, pendant longtemps, j'étais à peu près seul sur ce sujet, parce que c'était pas dans l'air du temps en Europe, pour de bonnes raisons d'ailleurs, l'Europe sans frontières, c'est-à-dire le grand marché. Et puis plus tard, quand le sujet a été redécouvert, eh bien, il y a eu un biais qui s'est encore aggravé d'ailleurs ces derniers mois, qui est le biais frontière égale barrière. Frontière égale ligne de séparation, frontière égale mur, donc c'est pas bien. Donc les frontières, c'est pas bien. Il y a une espèce de jugement moral qui est tout à fait dans l'air du temps dans les démocraties européennes, puisqu'on est quand même dans une période où la diplomatie d'opinion pèse beaucoup. Et vous vous souvenez de ces dossiers récents, à 25 ans après la chute du mur, le mur est tombé et on construit des murs dans le monde, il n'y en a jamais eu autant, tout ça, c'est pas bien. Vous voyez, il y a cette approche-là, et puis l'autre approche de dénégation, c'est évidemment le discours sur la globalisation, d'un monde plat, de Friedman, le monde plat, c'est-à-dire un monde sans frontières, le même produit partout pour la même clientèle, et puis maintenant on se rend compte que tout ça, ça marche pas. Donc, moi je vais prendre un peu le contrepoint de tout ça, je vais être extrêmement précis. Je tiens régulièrement, depuis longtemps, des chroniques frontalières, j'observe ce qui se passe, souvent d'insignifiant. Donc j'en ai repéré 84, en fait j'en ai rajouté 2, 86 entre janvier 2014 et février-mars 2015. Je ne vais pas les lister, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, géographiquement, les situations frontalières, vous allez voir ce que c'est en détail. Il se passe quelque chose. Je pourrais dire des événements frontaliers ou des événements autour des questions frontalières, frontières classiques, frontières politiques internationales. Ligne, qu'est-ce que c'est qu'une frontière? C'est la limite. C'est là où expire la souveraineté d'un État et où commence celle d'un autre. Donc c'est une limite de souveraineté. C'est aussi de plus en plus les lieux que l'on franchit. Point de passage. Les deux éléments. Avec cette dimension que j'avais indiquée dans un ouvrage
déjà publié en 88, mais republié à plusieurs reprises, hein, du front à la frontière. Ça vaut pour le français. C'est un terme militaire. Aller en frontière. Aller en frontière, c'est aller à la rencontre de l'adversaire. Et souvent, les frontières politiques aujourd'hui sont d'anciennes lignes de front. La ligne de séparation du Donbass, c'est une ligne de front qui deviendra peut-être un jour une frontière politique. Ça n'a rien de nouveau. Donc du front à la frontière, de la ligne de souveraineté très exclusive et jalouse à l'interface, ça c'est l'expérience européenne, mais l'expérience de l'Union européenne, elle est pratiquement unique au monde. Circulation sans visa. Nulle part ailleurs, ça fonctionne comme ça. Et puis toute la problématique de la clôture versus voie de passage. Les 84 situations, événements frontaliers que je repère dans les derniers mois concernent d'abord l'Asie. Donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes frontaliers en Asie. L'Afrique, les Amériques, bien sûr, surtout en Amérique centrale, en Amérique du Sud, l'Europe, à nouveau, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, etc. Alors, merci Poutine, hein, qui nous rappelle que les frontières, ça existe. Et voilà, là, il y a une négociation, il y a Obama à gauche, il y a l'Union européenne, et puis I'm taking steps in your direction, je m'avance vers vous pour trouver un règlement, mais évidemment, j'ai le poteau frontière qui progresse. Il s'agit bien d'une question, où est la limite entre la Russie et l'Ukraine? C'est ça la question. Pour l'instant, sauf la Crimée, le projet du Kremlin, en fait, a échoué parce que les territoires contrôlés ne représentent qu'un dixième de l'objectif initial, qui était en gros de contrôler l'ensemble de la rive orientale du Dniepr, vieille limite entre l'Empire russe et l'Empire polono-lituanien. Type de situation frontalière identifiée ces derniers mois, les questions maritimes. C'est tout à fait important. Il y a un phénomène de territorialisation des océans, pour toute une série de raisons. Je vous donnerai des cas concrets. C'est comme si on étendait les principes du droit terrestre à l'espace maritime. Soit des tensions et des disputes, soit des règlements. Des règlements en cours, des règlements déjà réalisés. Il y a, tous les jours, il se passe quelque chose en matière de frontières, quelque part, aux Nations Unies, à la Cour internationale de justice de La Haye, des accords bilatéraux, des règlements frontaliers à Addis Abeba, à l'Union africaine, etc., etc. Donc, les questions maritimes, les questions, donc 30 sur 86, oui. Les questions terrestres, là aussi, 3 sous-catégories, les tensions, les disputes, les règlements, il y a aussi des règlements frontaliers terrestres, et puis ce que j'appelle le durcissement, c'est-à-dire tous les phénomènes de barriérisation, de clôture, qu'on appelle sous catégorie générique de mur, mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, disons, le phénomène. Il y a toutes les problématiques migratoires, c'est un sujet qui monte, pas seulement Schengen, hein, c'est aussi en Asie du Sud. Les problématiques de désenclavement, qui sont toujours négligées dans la réflexion géopolitique et aussi dans la réflexion géoéconomique, c'est tout à fait, si vous prenez l'Asie centrale. La question de l'Arctique, qui est à l'ordre du jour en permanence. Et puis un dernier point qui n'apparaît pas là, qui apparaît, c'est les questions de santé et des pandémies. Alors, je vais être concret. D'abord, 2 points qui ne sont pas ici sur le slide parce que je les ai repérés hier soir. 5 mars, la Côte d'Ivoire dépose une requête à la Chambre spéciale du Tribunal international pour le droit de la mer, aux Nations Unies à New York, contre le Ghana. Il y a une dispute frontalière qui vient d'accorder une concession pétrolière à une grande entreprise qui s'appelle Tullow Oil, c'est pas une major, mais juste en dessous, qui a commencé à exploiter des blocs dans une zone contestée. C'est une vieille affaire qui dure depuis longtemps. Je la commenterai après. La dispute va coûter 200 millions de livres
à cette compagnie pétrolière. Le 5 mars toujours, la police guatémaltèque arrête 37 résidents du Belize qui avaient pris un bateau pour aller dans une partie contestée entre les deux pays. Mais ces gens-là, l'année dernière, avaient planté des palmiers en territoire revendiqué par le Guatemala, au sud de l'actuelle limite du Belize. Tout ça, c'est des histoires secondaires. Mais quand vous êtes dans ce type de pays, on parle de ça tous les jours dans la presse. Ça occupe le terrain et ça fait la fortune, évidemment, des avocats. Février 2015, l'Australie et Timor oriental engagent des discussions sur leurs frontières maritimes, toujours à propos du champ gazier Sunrise qui intéresse Woodside Petroleum. Question maritime, question de ressources. On nomme des envoyés spéciaux à Kuala Lumpur, à Jakarta, pour régler un problème en mer des Célèbres. Toujours aussi des questions de ressources et de limites. L'État indépendant du Kosovo n'est pas viable, comme on le savait. Et on n'en a pas tenu compte. Et vous avez, depuis quelques mois, une fuite massive de Kosovars via la Serbie pour entrer clandestinement dans l'espace Schengen via la Hongrie. 45% des demandeurs d'asile de ces derniers mois en Europe sont d'origine kosovare. Là, c'est l'effet migratoire d'une faillite de la construction d'un État artificiel. La Turquie, sous pression des Américains, des Français, des Britanniques, des Allemands, accepte enfin de cesser d'assouplir sa politique de contrôle avec la frontière syrienne. Alors, vous voyez la problématique là. C'est la question, une frontière, c'est une limite de souveraineté, encore faut-il que la souveraineté s'exerce. Si elle ne s'exerce pas pour telle ou telle raison, dans le cas turc, mieux vaut Daesh que les Kurdes, eh bien, on a les conséquences qu'on découvre aujourd'hui depuis quelques mois en France, tragiquement. Pékin a protesté contre la visite du nouveau Premier ministre indien, Narendra Modi, dans l'Arunachal Pradesh, province du nord-est, au nord du Bangladesh, qui est disputée qui est contestée et revendiquée en fait par la Chine depuis la réoccupation du Tibet par la Chine en 1950. C'est une vieille ligne qui s'appelle la ligne McMahon. McMahon, c'était un adjoint de Mortimer Durand qui avait négocié la frontière afghane. Et là, il y a une revendication chinoise permanente. Il y a eu Minsk II, un nouvel accord sur le Donbass, donc du front à la frontière, c'est la caricature de tout à l'heure. L'armée nigérienne a lancé l'opération Nga, qui veut dire bouclier, en Aoussa, pour contrôler la frontière avec le Nigeria. Là aussi, tout ça, on circulait librement, c'est les mêmes populations de chaque côté. La seule différence, elle était monétaire, et les prix des denrées n'étaient pas les mêmes, donc c'était la frontière ressources. Et puis brusquement, ça devient une frontière de tension. Elle se militarise avec le Tchad, le Cameroun, dans la province du Borno, ancien royaume, face aux attaques transfrontalières de Boko Haram, qui a des ambitions qui dépassent le nord-est. Il veut reconstituer en quelque sorte l'ancien royaume du Borno jusqu'au lac Tchad. Janvier, Pékin proteste contre les commentaires japonais sur la dispute Chine-Inde. Même sujet. Alors, ça, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est la visite d'Obama en Inde et le rapprochement stratégique Inde-États-Unis. C'est une affaire qui a été lancée par le président Bush sur le nucléaire, un accord dérogatoire. Et clairement, il y a pas un axe, mais une relation qui se renforce entre les deux pays. Ça ne plaît évidemment pas du tout aux Chinois qui ont par ailleurs, alors là je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce petit truc là qui cache, mais la Chine augmente ses patrouilles à la frontière conjointe avec la Corée du Nord. Il y a eu des incursions de policiers nord-coréens qui ont tué des Chinois de l'autre côté dans la région de Heilong. Les relations ne sont pas évidentes entre les deux pays. Une ligne rouge de communication a été établie entre
le Premier ministre chinois et le Premier ministre japonais, à la suite d'une visite, vous avez peut-être vu les photos, ils se sont serrés la main dans un climat absolument glacial, en novembre 2014. Ils ont décidé de mettre en place un dispositif pour éviter que, en cas d'incident entre les marines des deux pays pour les îles revendiquées par la Chine, entre Taïwan et Okinawa, on limite les dégâts, si vous voulez. On limite les dégâts. Le Népal et l'Inde s'engagent à régler les problèmes frontaliers en 4 ans. Il faut donc rétablir 3000 piliers. Les piliers étaient là, c'est une vieille frontière tracée par les Britanniques, mais il faut les restaurer, les reconstruire. C'est un énorme travail et ça coûte très cher. 3 gardes frontières, toujours en janvier, 3 gardes frontières saoudiens ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque sur la frontière entre l'Arabie saoudite et l'Irak. Aujourd'hui, les entreprises françaises ont gagné un immense contrat de construction d'une clôture électronique au nord de l'Arabie saoudite. C'est un contrat de 8 milliards d'euros. Mais voilà, il n'y a que les riches qui peuvent se payer ce genre de gadget, alors souvent les États pauvres qui en auraient besoin en période de crise. Je continue encore juste, et je m'arrêterai au mois de décembre, pour que vous ayez, au fond, toute la gamme de ce que j'appelle les situations frontalières, mais actuelles. Actuelles. Le Danemark et le Groenland soumettent leurs revendications à la Commission des limites du plateau continental de l'ONU. Vous vous souvenez, après la Convention de Montego Bay de 1982 qui fixe les règles du jeu pour la définition des eaux territoriales, des zones économiques exclusives, certains États ont dit que le plateau continental se prolongeait au-delà des 200 000 nautiques et donc ont posé des revendications. La France a déposé un dossier qui lui ajouterait 1 million de kilomètres carrés aux 11 millions qu'elle ne contrôle plus d'ailleurs, déjà dans le monde. Donc ce sont des enjeux tout à fait considérables. Et là, il y a un débat sur la fameuse dorsale de Lomonosov, qui part de la Nouvelle-Zélande et qui va jusqu'au Groenland. Les Russes, d'abord elle s'appelle Lomonosov, et puis non la grande université de Moscou, mais les Russes considèrent que le pôle Nord est sur cette dorsale, et les Groenlandais et les Canadiens d'ailleurs disent que c'est la même chose de leur côté. Donc ça c'est un vrai débat, parce que pour le Danemark et le Groenland, vous voyez, ça porte sur presque un petit million de kilomètres carrés. Et ça recoupe les zones. Un des gros problèmes de l'Arctique, c'est le recoupement, le chevauchement des zones revendiquées. Le Laos veut régler les questions de frontières avec le Cambodge et la Thaïlande parce qu'ils sont en train de se préparer à entrer dans la communauté économique de l'ASEAN qui se forme en ce moment même, et la démarcation là aussi est terminée. Alors pourquoi on démarque? Parce qu'il faut savoir à qui n'appartient les lots forestiers, par exemple, qui sont concédés aux entreprises chinoises. Le chef d'un clan du Nigeria, de la province de Cross River, proteste contre l'intention de la commission technique de démarcation de l'ONU de déplacer le pilier 113A en faveur du Cameroun. Il y a un accord complet entre les deux pays sur le papier. La Cour internationale de justice a tranché. C'est une vieille querelle, parce que vous vous souvenez que le nord-ouest du Cameroun est anglophone. Il n'y a pas de coopération en réalité entre les deux pays. On en a les conséquences sécuritaires aujourd'hui. Ils ont déjà démarqué presque 2000 kilomètres, mais il reste encore un morceau, parce que ça suppose des déplacements de population, ou ça suppose que des Nigérians qui sont du mauvais côté deviennent Camerounais, ou réciproquement. Donc vous voyez, ça continue. Et en fait, ça entretient un mauvais climat entre Abuja et Yaoundé. Le Parlement indien s'est saisi de la question des enclaves. Vous vous souvenez, autrefois, les princes du Bengale jouaient aux cartes et ils jouaient leur serf et leur terre. Ils ne jouaient pas des dollars. Et quand ils perdaient, ils étaient obligés de donner à l'autre leur domaine. Et ça a donné, si vous regardez très en détail dans un atlas sur la frontière à l'intérieur même de l'espace bengali, bengalophone, Bengale du Bangladesh, Bengale de la région de Calcutta, vous avez toute une série d'enclaves, des territoires indiens en territoire bangladais, des territoires bangladais en territoire indien, avec des problèmes invraisemblables de circulation, et le tout géré extrêmement brutalement par la police garde-frontière
les Indiens qui viennent du Cachemire et qui ont des comportements bizarres. Donc ça concerne 50 000 personnes, et donc on leur propose soit de partir, soit de choisir de changer de nationalité. Et les Indiens ont construit un énorme mur, un vrai mur en briques, qui est d'ailleurs le lieu de toute une série de, non pas de trafic, mais de commerce à la valise. Enfin, tout ça, c'est classique. Je termine pour décembre. Un rapport d'une firme privée de cartographie prévoit un risque croissant de disputes maritimes en Afrique. En Afrique, il y a 68 limites maritimes potentielles, il y en a que 32 qui sont réglées. Alors c'est souvent sous la pression des compagnies pétrolières ou gazières qui ont besoin de savoir finalement à qui on paye les impôts, à qui on demande l'autorisation d'explorer, à qui on demande l'octroi des blocs et à qui on paye les impôts. Alors la bonne solution quand il y a une dispute, c'est la zone d'exploitation conjointe, provisoirement. Mais ce n'est pas toujours le cas quand vous avez des tensions. Alors derrière l'affaire Côte d'Ivoire-Ghana, il faut quand même se souvenir que le Ghana a soutenu Laurent Gbagbo et a abrité des groupes qui ont gêné Ouattara. Donc les affaires de frontières, elles sont souvent liées à des enjeux réels, absence de limitation, démarcation, ressources, mais souvent elles sont instrumentalisées par des États, des gouvernements à l'intérieur de ces États qui veulent au fond gêner le gouvernement voisin parce qu'il y a des contentieux. Donc il y a des arbitrages en cours entre Kenya et Somalie. Évidemment, en plus, quand un État est en guerre, évidemment, ça favorise les autres. J'étais au Cambodge il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que pendant l'intervention vietnamienne au Cambodge entre 1979 et 1989 pour débarrasser ce malheureux pays des Khmers rouges, notamment de la tendance pro-chinoise des Khmers rouges, les Vietnamiens avaient mis la main sur l'économie du pays, le bois, les accès en corps, les compagnies d'aviation, et sur l'espace maritime. Ce qui fait que le Cambodge n'a plus d'accès à la haute mer maintenant. Ils se sont partagés tout ça avec les Thaïs. Donc, la vie internationale n'est pas un lit de roses. Donc Kenya-Somalie, même chose. Il y a énormément de gaz sur toute la côte est de l'Afrique. C'est le grand rift qui continue. Mozambique, Tanzanie, Kenya et Somalie, Côte d'Ivoire, Ghana, etc. Donc je vais arrêter là. Je pense, et je voudrais essayer à la fois de commenter, de remettre de l'ordre dans tout ça, pour que vous ayez une grille d'analyse sur l'actualité des questions frontalières, et puis les tendances actuelles et les tendances générales. Alors, je l'ai déjà dit un peu, je vois plusieurs tendances. D'abord, la territorialisation des océans. Ça, c'est un effet de la globalisation. Et ce qui est tout à fait fascinant pour un géographe dans le système global, c'est qu'il n'y a pas de place pour le vide. On n'aime pas les vides. On veut tout occuper. Il y a déjà une remise en cause par les Russes du statut de l'Antarctique. Il n'y a pas d'exploration minière en Antarctique, mais un jour, ça changera peut-être. Donc l'exemple, c'est l'Arctique. Je viens de consacrer un colloque à ce sujet à l'Association des internationalistes qui a donné lieu à un ouvrage collectif qui est là, aux éditions du CNRS. Et notamment, il y a un article extrêmement intéressant de Frédéric Lasserre, franco-canadien, géographe, ancien étudiant de Lyon, sur la Chine et l'Arctique. Toute la stratégie chinoise en Arctique avec maintenant des équipements, un navire brise-glace qu'appelle le Dragon des Neiges, c'est très joli, et les stratégies, le jeu de go chinois en Islande. Ils adorent les geysers islandais, et l'observation de l'avenir du Groenland, petit pays, province danoise de 50 000 habitants, qui veut être indépendante, mais qui n'en a pas les ressources. La question, évidemment, des zones économiques exclusives, riches en hydrocarbures, et puis les rivalités stratégiques. Le meilleur exemple, c'est la mer de Chine du Sud, qui est revendiquée par la Chine, contre, au fond, les positions actuelles des riverains et contre le droit international de la mer. Donc les rivalités stratégiques maritimes. La Chine est en train de construire son deuxième porte-avions. Ce n'est pas pour en faire un casino qu'on mettra au large de Macao.
Et surtout que en mer de Chine du Sud, la partie nord contient des fosses assez importantes, juste au large de la base navale d'Hainan, très pratique pour les sous-marins, de même qu'à l'est des îles disputées à l'ouest. Ce sont des green waters, des eaux vertes, c'est-à-dire très peu profondes. On ne peut rien faire passer sans être repéré par la 7e flotte. À l'est de ces îles, vous avez des fosses profondes, extrêmement utiles pour, là aussi, les sous-marins. Donc il y a des vrais enjeux stratégiques. C'est une tension structurelle. Structurelle. Ça ne cessera jamais. Ensuite, il y a des tensions, je dirais, terrestres. Les menaces transfrontalières en Afrique, Moyen-Orient. On dit un peu trop vite, d'ailleurs, que Daesh a effacé Sykes-Picot 1915. Pas trop se précipiter quand même. Violation de frontières agréées, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la politique du Kremlin. Ça a des conséquences. C'est la remilitarisation de la Crimée, avec déjà des missiles qui sont en voie d'installation, probablement des missiles à tête nucléaire, comme à Kaliningrad. Et la Russie vient de dénoncer, alors c'est très technique, ce qu'on appelle les accords FCE, c'est-à-dire qu'il y avait un accord ouest-est qui limitait le déploiement de forces conventionnelles dans les zones frontalières entre les deux anciens camps. Traité sur les forces conventionnelles en Europe, FCE, il y avait une retenue et il y avait des contrôles réciproques. Aujourd'hui, hier, dans le port de Riga, un bateau américain a débarqué 3000 hommes et des chars Abrams. Oui, c'est intéressant. Donc c'est la violation des frontières agréées sur le continent européen. Et puis tous les héritages. En Asie du Nord-Est, non seulement il y a des tensions maritimes, mais la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée, au sens où il n'y a toujours pas d'accord de paix entre Moscou et Tokyo, au sens où la péninsule coréenne est toujours divisée, et au sens où il n'y a pas de mécanisme de sécurité collective. On est dans les positions individuelles permanentes, et où, enfin, et ça va ressurgir avec les 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas exactement aux mêmes dates selon les pays. En Europe occidentale, c'est le 8 mai, à Moscou, c'est le 9, en Asie, c'est bientôt. Les Chinois attendent toujours une espèce de contrition de la part des dirigeants japonais qui estiment qu'ils ont déjà suffisamment fait et qu'un pays démocratique, c'est ce qu'on m'a dit à Tokyo, n'a pas à s'excuser devant un régime autoritaire du passé. Et vous avez des tensions permanentes, ça a des impacts économiques immédiats, baisse considérable des investissements japonais en Chine et de la consommation de produits japonais en Chine. Donc vous voyez, là, l'économie n'est pas indemne de tout ça. Donc la situation en Asie du Nord-Est comme en Asie du Sud-Est, mais surtout en Asie du Nord-Est, c'est compliqué. Alors il y a de l'informel, mais ça ne suffit pas. Et donc l'émergence, c'est bien au plan économique, grand discours, les émergents, ils croient, faites comme eux, ils ont des taux de croissance élevés, et nous, on est nuls, on fait rien, on n'a pas de taux de croissance, l'Europe s'endort, l'Europe disparaît de la carte du monde. Tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que la croissance économique, elle est transformée dans un certain nombre d'États en politique de puissance, dans un monde parfaitement classique et westphalien. C'est là-dessus que je travaille dans un bouquin qui est épuisé, mais que vous pouvez consulter sur tablette, iPad, d'ailleurs il est moins cher, 4 fois moins cher, qui s'appelle La bataille des cartes, en français et en anglais en plus. Ensuite, vous avez une troisième tendance, c'est les politiques de durcissement. Les politiques de durcissement. En anglais, on dirait fencing, la fence, la clôture. Bien sûr, au Moyen-Orient, bon, Israël-Palestine, enfin je dirais Israël-Palestine, par définition, le durcissement, il est unilatéral. Une clôture, une barrière. Le mur de Berlin, il avait une fonction très précise, c'est-à-dire empêcher de sortir, pas le droit de sortir. Les autres, c'est pas le droit d'entrer. Pas la même chose. Pas le droit d'entrer en Israël quand on a de mauvaises intentions, même si en fait il y a 90 points de passage, parce qu'on a quand même besoin de la manœuvre palestinienne
y compris pour les colonies, et le ciment des murs, il vient souvent d'entreprises palestiniennes. Vous voyez, il y a des contradictions et des petits arrangements sur le marché du travail. En Asie du Sud, il y a des pratiques de durcissement à la fois autour du Cachemire, de la part de l'Inde. D'ailleurs, c'est tout à fait formidable parce que quand on va de nuit de Paris à Delhi, mais surtout à Bombay, on voit la frontière indo-pakistanaise est éclairée. Elle est éclairée. Souvent, on les voit, les frontières, hein, mais on les voit par les différences de paysages rural. Hein, par exemple, Pologne-Biélorussie, petit domaine d'un côté, petite ferme, petit maillage, de l'autre côté, les grands kolkhozes et les sovkhozes. Vous la voyez, la frontière, plus les champs de manœuvre des chars. Là, de nuit, elle est éclairée. Mais dans le Cachemire, c'est pire. Et donc, vous avez, derrière la ligne de contrôle, la LOC, une espèce de zone anti-incursion. Et puis, bien sûr, durcissement des contrôles, durcissement des passages avec le Canada et avec le Mexique, même si là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a 500 000 clandestins arrêtés chaque année par les gardes-frontières américains. On a récupéré des vieilles tôles des aérodromes de fortune pour la première guerre du Golfe, du Koweït et de l'Irak. On l'a récupéré pour installer des clôtures. Mais l'essentiel, c'est l'intensité de la circulation. Vous avez 30 millions de gens qui vivent de chaque côté. À Tijuana, il y a 60 millions de franchissements par an. Donc, vous voyez le discours, il y a un mur avec le Mexique, tout ça, ça ne tient pas la route. Hein, c'est décontextualisé. Ensuite, les processus qui continuent de délimitation et de démarcation, le travail reste à faire. En Afrique, il y a 70% des frontières qui ne sont toujours pas délimitées et démarquées correctement. Donc, on recourt à des arbitrages, à la Cour internationale de justice, hein, qui passe son temps à régler les problèmes entre le Costa Rica, le Nicaragua, la Colombie. Ils adorent ça en Amérique latine. Ils ont une culture d'avocats, hein, mais aussi Nigeria, mais aussi Roumanie, Ukraine pour l'île des Serpents en mer Noire, etc., etc. Des accords bilatéraux, même la France passe. Il y a des commissions frontalières, et tous les ans, on échange quelques hectares avec le Luxembourg, avec la Suisse, avec l'Italie, parce qu'on fait passer un TGV, ou on crée un échangeur pour accéder à une zone industrielle. On a le droit de faire ça, hein, du moment que c'est pas arbitraire et qu'il y a une négociation. Et puis les phénomènes de démarcation sous l'influence des Nations Unies et ce qu'on appelle le PFUA, c'est-à-dire le programme frontière de l'Union africaine. J'ai consacré un petit livre à ce sujet-là. Il est encore moins cher que le précédent. Hein. Il est à 4 €. Hein. Vous voyez, les prix baissent quand même. Hein. J'ai démarré à 39 pour la bataille des cartes. En iPad, 9,50. Les MOOC, c'est gratuit. Enfin, je ne sais pas le vôtre, mais il est formidable, le MOOC du professeur Chemeil, en tout cas. Et puis là, on est à 4 €. Bientôt, on sera comme les taux d'intérêt de la Banque centrale. On aura des taux négatifs. On paiera les acheteurs. Donc un programme de démarcation financé par la coopération allemande pour encourager un certain nombre d'États africains à démarquer une fois pour toutes leurs frontières, tout simplement pour faciliter la vie des gens, et notamment des femmes qui font du commerce autour de la frontière et qui sont souvent victimes d'exactions de la police ou des gardes frontières. Il y a un rapport des Nations Unies là-dessus et de la Banque mondiale. C'est un programme extrêmement intéressant. J'en parle d'autant plus que j'en suis l'un des conseillers. Les questions migratoires, elles occupent le devant de la scène en permanence. Aujourd'hui, il y a entre 500 000 et 1 million de Sahéliens et d'Érythréens qui attendent sur les côtes libyennes de passer de l'autre côté. C'est une vraie question, la question migratoire, qui est extrêmement compliquée. Europe du Sud, Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est différent parce que régulièrement, les gouvernements démocrates régularisent par paquet de 7 ou 10 millions de personnes. En Europe, politiquement, ça semble un peu difficile. Et puis les pratiques de désenclavement, c'est-à-dire tous les projets, moi, qui me fascinent, parce que c'est très géoéconomique, de routes transcontinentales, de chemins de fer, de voies maritimes, il n'y a pas que les Chinois. C'est vrai en Chine du Sud, dans la vallée dans le Mékong, par exemple, il y a des projets tout à fait fantastiques de désenclavement des États. C'est une dimension très importante, ça, de la géographie économique. Je vais conclure sur les tendances générales. 3. Ce que j'appelle la réaffirmation des frontières. Ce n'est pas le retour, c'est la réaffirmation des frontières.
frontière, même si elle est ouverte, hein, des frontières internationales terrestres et maritimes, dans un monde qui est un monde d'États souverains. On l'oublie un peu. Alors, soit par des voies légales, soit par des voies technologiques, parce que la sécurité aux frontières, c'est un marché. On est passé de la défense à la sécurité, et les entreprises de défense ont investi le secteur de la sécurité. La frontière de l'Arizona, gérée par à la fois l'État de l'Arizona et le Department for Homeland Security, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur américain, a passé un contrat avec Boeing pour équiper avec des capteurs de l'électronique, des caméras, tout ce qui se fait de mieux en technologie militaire, cette frontière. C'est une entreprise israélienne qui a gagné en fait le contrat, l'appel d'offres de Boeing. Parce que les Israéliens non seulement construisent un mur et des systèmes, mais ont des technologies extrêmement avancées qu'elles exportent. On les exporte aux États-Unis et en Inde. C'est une alliance stratégique entre l'Inde et Israël. Donc c'est un marché. Il y a un marché de la frontière. Il y a un marché de la sécurité frontalière. Meilleur client pour l'instant, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et puis il y a la question centrale, et ça c'est le sous-jacent, c'est l'élément fondamental de ce qu'on appelle le retour, ce que j'appelle la réaffirmation des frontières, c'est que dans bien des cas, les États ne sont pas capables d'exercer des fonctions régaliennes de base. Et la fonction régalienne de base, c'est contrôler son territoire, savoir combien il y a d'habitants, avoir la carte de son territoire, sinon on se fait prendre des ressources par des gens mieux informés, assurer la sécurité des populations périphériques, et puis dans le meilleur des cas, assurer la circulation, la liberté, la sécurité des passages et des échanges. Je ne parle pas de l'illicite, de tout ce qui est licite. Beaucoup d'États aujourd'hui, notamment dans la bande saharo-saharienne, ne sont pas en mesure, pour toute une série de raisons, d'assurer des fonctions régaliennes de base. Donc contrôler les enveloppes et les périphéries, la circulation, avec une autre problématique que je ne développe pas, mais qui est très intéressante, c'est la fonction régalienne, elle s'exerce sur des superficies, sur des kilomètres carrés, et les logiques modernes, mais comme les logiques très anciennes, par exemple dans le Sahara, sont des logiques de réseau. Et les logiques rebelles et les logiques terroristes sont des logiques de réseau. Sauf Daesh, et c'est la grande vulnérabilité de Daesh, c'est qu'il a un territoire, donc on sait où il est. Mais vous voyez, et c'est très compliqué pour des États de contrôler les réseaux. Plus facile de contrôler les territoires. C'est pour ça que la France installe des troupes aujourd'hui dans le nord du Niger uniquement pour contrôler un col, la passe de Salvador, entre la Libye et le Niger, le Mali. Vous voyez, là, c'est des logiques de points nodaux, de contrôle de points nodaux, de points de passage. Ensuite, on est dans une période à la fois de réaffirmation, mais aussi de remise en cause par un certain nombre d'États du statu quo. Le Kremlin remet en cause le statu quo, agréé. Évidemment, il n'était pas très favorable aux ambitions impériales, mais c'est quand même. La Chine remet en cause actuellement les réalités des limites territoriales, des limites maritimes en Asie du Sud-Est et en Asie orientale. Et c'est une politique fondée sur les droits historiques. L'Est de l'Ukraine ne s'appelle pas l'Ukraine, ça s'appelle la Novorossia. À partir de là, vous avez une représentation qui s'est installée. Donc si c'est la Novorossia, on est chez nous. Si c'est l'Ukraine, on n'y est pas. Vous voyez ? Donc on est dans une logique droit historique contre droit international. Ça, c'est un débat de fond, parce que ça concerne y compris les États qui ne sont pas directement partis au conflit. Le dernier point, et je termine là-dessus, et j'aurai encore 1 minute de rab, c'est la multiplication des franchissements. C'est quand même un des effets du monde moderne. C'est les échanges de biens, servis évidemment par la baisse du coût des conteneurs, du transport en conteneurs et les nouvelles technologies. Et puis, malgré les barrières, une explosion de la circulation des hommes. On n'a jamais autant circulé. Les frontières Schengen sont franchies chaque année par 450 à 550 millions de personnes, que ce soit aux frontières terrestres ou aux aéroports, légalement. On insiste toujours sur les questions migratoires, l'illicite, etc., mais le fait majeur, c'est la mobilité des hommes. L'humanité est mobile, et maintenant, avec les portables, avec le mobile, elle est labile. Mobile, labile. Ça, c'est une caractéristique des temps modernes. Mais à la fin du 19e, il y avait aussi des migrations de masse, de toute l'Europe vers
l'Argentine, le Brésil ou les États-Unis et le Canada. Donc voilà les 3 points: réaffirmation des frontières internationales, remise en cause des statu quo et multiplication des franchissements. Et sur ce constat qui sert en quelque sorte à mettre en place une grille d'analyse, eh bien, je vous invite à être plus attentif aux chroniques frontalières parce qu'elles expriment, au fond, des éléments de la vie internationale. Merci de votre attention. Je vous invite. Oui, je vous invite peut-être à vous asseoir pour les questions. Je pense que vous avez été d'une précision, à tout point de vue, y compris pour le temps, qui permet de clarifier l'idée qu'on se fait du problème frontalier aujourd'hui. Et je ne vais pas essayer de commenter tout de suite. Je vais voir peut-être s'il y a 1 ou 2 questions dans la salle d'abord. Vous pouvez répondre et après, je ferai peut-être une intervention si le temps le permet. Je vous en prie. Voilà. Oui, je me présente en tant que juriste, donc je suis professeur de droit à Sapalakedge. Simplement, j'ai été très intéressant de voir votre analyse donc sur la multiplication, disons le renouveau des frontières. Et je voudrais savoir si vous avez une opinion sur le fait que est-ce qu'on peut dire que la politique américaine, par exemple, pour asseoir son hégémonie ces dernières années, a été la destruction systématique des États, notamment au niveau du Moyen-Orient, et où effectivement on voit apparaître soit des micro-États, un peu comme le Kosovo, où la plus grande base militaire américaine en Europe se trouve au Kosovo, ou plutôt des vastes systèmes intégrés comme l'Europe, puisque l'Europe est plutôt une volonté de la création américaine. Et avec donc, on s'aperçoit une disparition donc des États et des frontières qui permettrait une forme d'hégémonie américaine. Est-ce que cette vision-là peut-être s'appelle crédible? Et on va peut-être prendre une autre question. Voilà. Il faut peut-être passer de l'autre côté aussi. S'il vous plaît. Vous avez rappelé un peu le retour de la souveraineté des États. Je me pose, moi, une question. Vous n'évoquez pas, par rapport aux tendances générales actuelles, le rôle des paradis fiscaux. Comment est-ce que vous avez fait des études là-dessus pour voir comment effectivement ces paradis fiscaux contribuent à déstructurer les États? Et puis également, quelle place dans l'évolution des frontières ont-elles les multinationales? Est-ce que vous avez des études qui montrent comment les stratégies des multinationales permettent justement de chevaucher les frontières? Négocient-elles elles-mêmes des choses particulières avec les États ou imposent-elles des stratégies particulières? Merci. On va peut-être répondre à ça, parce que vous avez 2 questions sur une volonté de faire disparaître les États, et en plus par l'État américain ou des multinationales souvent américaines. Je vais prendre à l'inverse. Oui, les entreprises globales ont les moyens d'avoir des directions juridiques, et notamment des fiscalistes qui jouent, bien entendu, des différences de législation et de réglementation et donc d'imposition entre les États. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Alors malheureusement, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour dans l'Union européenne, mais ça fait partie des sujets sur lesquels la décision ne peut être prise qu'à l'unanimité. Donc le siège d'Airbus Group est à Amsterdam, même si on fabrique à Toulouse et à Hambourg. On a beaucoup parlé du Luxembourg, et puis bien toute la stratégie britannique, parce que la City est souvent la tête de réseau des paradis fiscaux dont vous parlez. Donc là, en effet, on cherche, sauf Warren Buffett, qui se vante, qui a toujours dit qu'il voulait payer de plus en plus d'impôts. Il a choqué tout le monde, mais toutes les entreprises sont à la recherche de l'optimisation fiscale. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour l'Union européenne. C'est un vrai sujet pour l'Union européenne. Alors, nos amis américains
sont dans cette logique-là, mais en même temps ont découvert à leur tour qu'il y avait un manque à gagner. Donc, ils ont fait plier les banques suisses. Il n'y a plus de secret bancaire en Suisse. Ça, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas l'Allemagne qui a le même problème avec la Suisse. Beaucoup de capitaux allemands sont planqués dans les cantons suisses, ou d'Italiens d'ailleurs, grecs. Donc, mais je dirais, ça fait partie du régalien, mais à gérer collectivement. Donc il faudra peut-être qu'un jour, on peut très bien imaginer qu'un État en phase de redéveloppement, d'industrialisation, et non pas des flat tax comme l'Irlande, mais enfin des taux relativement bas, mais il faudrait, comme dans l'ancien serpent monétaire européen, avoir des bandes de variation. Il pourrait y avoir un minimum et un maximum. Alors, maximum, ça concerne plutôt la France, et le minimum, ça l'Irlande ou l'Estonie. On pourrait très bien avoir, non pas une taxe unique sur les entreprises, mais ou les sociétés ou les particuliers d'ailleurs, mais en tout cas une bande de variation relativement étroite et agréée une fois pour toutes. C'est un sujet pour l'instant sur lequel on bloque. Ce sont les Américains qui ont fait plier les Suisses là-dessus. Sur le premier point, je suis bref, hein. Crédibilité, oui, probabilité. Est-ce que c'est une politique consciente? Je ne sais pas. Mais il y a quand même des précédents. Il y a le Kosovo, sujet dont je me suis trop occupé, si j'ose dire, au cabinet d'Hubert Védrine, quand j'étais au Quai d'Orsay. Il y a le Soudan du Sud, qui est un État qui a été créé sous l'influence des États-Unis, d'Hollywood et des églises évangéliques, pour punir le président Béchir. Il y avait le Kivu, et même en France, à un certain temps, quelques années en arrière, on a caressé cette idée-là. Une sorte d'annexion rampante par le Rwanda, soutenue par les États-Unis. Et puis j'ai vu passer des scénarios de découpage de l'Irak. D'ailleurs, de facto, le Kurdistan irakien, disons, est autonome. Je me souviens d'une discussion avec le directeur de l'exploration de Total qui me disait qu'ils investissaient au Kurdistan en court-circuitant Bagdad, moins de taxes. Non seulement le Kurdistan est autonome, avec l'appui des Américains, des Israéliens, etc., mais il étend son territoire. Ça, c'est un autre sujet. Mais souvent, il y a une dimension territoriale dans les séparatismes ou dans les revendications nationales. Hein, c'est pas seulement le statut, c'est le statut sur quel territoire. Bon, les Kurdes sont sortis de leur domaine en contrôlant Kirkouk, et le problème de la lutte contre Daesh, c'est c'est pas est-ce qu'on peut les détruire, c'est qui contrôle, qui bénéficie ensuite de ça. Est-ce que c'est Mossoul, c'est une ville sunnite, mais ce sont les forces kurdes qui ont les moyens d'agir, et les milices chiites pro-iraniennes qui vont massacrer les populations sunnites au prétexte de collaboration avec Daesh. Mais l'enjeu de c'est pour ça que Daesh continue de durer. C'est pas tellement un problème militaire, ils sont vulnérables territorialement, mais c'est qu'on ne connaît pas la situation d'après. Et donc là, c'est bien la question, où sera la frontière du Kurdistan, même s'il n'est pas indépendant. Je me souviens d'une discussion récente avec le roi Abdallah de Jordanie, qui avait reçu quelques personnes en audience lors d'un passage à Paris. Il nous a projeté une carte, hein, et il nous a parlé du Sunnistan irakien, les 4 provinces, à qui il faudrait donner un statut d'autonomie sur le modèle du Kurdistan, avec des phénomènes de péréquation. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il va sortir de ce que j'appelle moi cette guerre de 30 ans au Moyen-Orient, où vous avez des conflits religieux réels, des conflits centre-périphérie, des régimes autoritaires et des interventions extérieures, Iran, Arabie Saoudite, Turquie. Plus nous derrière. Mais nous, on est loin et on n'a aucune prise, en fait, sur tout ce qui se passe. Donc, vous avez raison. Le Soudan, c'est un échec. Ils se battent entre eux. C'est lié à l'esclavage, en fait. Le Kivu, ça a été résorbé. Le Kosovo, c'est un échec. Et l'Irak, personne ne connaît la fin du film. Et nous, quand je dis nous, à l'époque, au ministère, c'était pas notre ligne, hein, le démembrement de la Serbie.
C'était pas notre ligne, c'était pas parce qu'on était pro-serbe, c'est parce qu'on pensait que c'était pas viable. La preuve est faite maintenant. Donc c'est vrai qu'on est plus attaché en Europe à la stabilité territoriale, au droit international. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc vous avez raison. Je crains que nous soyons obligés d'arrêter, ne serait-ce que parce qu'il faut circuler d'un auditorium à un autre. Je vais remercier en votre nom à tous Michel Fouché. Nous regrettons beaucoup qu'il n'ait pas eu 2 sessions au lieu d'une, ce qui aurait permis d'avoir davantage de discussions. Merci à tous.